Bonjour à toutes et tous, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce live sur l'intelligence artificielle qui est un gros sujet. Je vais donner un petit peu de cadre. Le premier, c'est qu'on a quasi 500 inscrits, donc on est enchanté. Ça veut dire que c'est vraiment un sujet qui intéresse tout le monde. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas prendre toutes les questions. Donc, vous énervez pas si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions. On va essayer de prendre un maximum de questions. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par 3 experts, Louis Clément de Webotit, Adrien de Velou et Thibaut de Grand Shooting. Pourquoi est-ce qu'on fait ce live chez Itel? Évidemment, on s'intéresse beaucoup aux enjeux qui sont en train de transformer le commerce digital, les marketplaces, mais pas que. Dans les enjeux qu'on a pu lister, il y avait l'éco-responsabilité, on en a parlé il y a quelques jours avec Fago, et il y a l'intelligence artificielle dont on va parler aujourd'hui. Donc là, j'enlève ma casquette d'agence, je prends la casquette de mes clients, en fait, qui sont des marques ou des marchands sur les marketplaces et qui nous interrogent beaucoup en disant, voilà, il y a une révolution qui est en train de se passer. Elle est probablement aussi importante que l'arrivée d'Internet. Elle va transformer considérablement et durablement la manière dont on fait du business en ligne. Je sais qu'il faut que j'y aille, je sais que j'ai un intérêt à y aller. Je ne sais pas tellement comment faire. Qu'est-ce que je peux gagner en termes sur la création de mes fiches produits, sur la création de mes visuels, sur la diffusion de mes produits sur les différents supports, sur l'engagement des utilisateurs finaux qui vont acheter mes produits, sur l'expérience de mes clients. Et c'est toutes ces questions qui arrivent. Donc, on va prendre ce chemin tout au long de cette heure qu'on va passer ensemble pour que Louis Clément, Thibaut, Adrien vous donnent des clés de réponse. Et évidemment, on n'aura pas toutes les clés. Donc, vous pourrez ensuite interagir, on va partager les coordonnées. Vous pourrez interagir avec eux après ce live, bien évidemment. Avant qu'on démarre, je vous passe la parole à tous les trois, juste pour que vous vous présentiez en quelques minutes qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous êtes là. Louis Clément, je te laisse démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ma part, Louis Clément Shields, je suis le fondateur de Webotit. Webotit, c'est une boîte que j'ai lancée en 2017, donc on a 7 ans maintenant. Et j'avais comme ambition de pouvoir offrir sur le web la même expérience que vous pourriez avoir avec un bon vendeur en magasin. Et c'est désormais chose faite. Et par ailleurs, je suis aussi expert IA et j'accompagne pas mal d'entreprises PME, ETI dans l'utilisation de l'IA chez eux. Sur des thématiques qui peuvent aller de la relation client, des ventes, de l'acquisition, etc. Adrien? Enchanté, très content d'être ici et merci Martin pour l'invitation. Donc moi, Adrien Vives, directeur commercial pour Velou. Velou, c'est une entreprise qui en 2018, on s'est mis en tête d'essayer de résoudre le problème du search qui ne fonctionnait pas sur les sites internet. C'est-à-dire sur une recherche assez complexe, le search qui ne montrait pas les bons produits ou des produits qui n'étaient pas les bons. Et on a commencé à résoudre ce problème en apportant une brique sémantique. Donc, c'est-à-dire, en gros, pour faire simple, on a apporté la compréhension de l'intention du client dans le search. Donc, on arrivait à voir ce que le client cherchait, mais ça n'a pas suffi à résoudre le problème. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on arrivait à comprendre sa demande, on n'arrivait pas toujours à trouver dans le catalogue les produits qui avaient les bons attributs pour répondre à cette demande. Et donc, pour répondre au problème du search, on a commencé dès 2018 à faire de l'enrichissement de la donnée produit par IA. Et maintenant, c'est je dirais que c'est notre point fort. On fait encore un peu de search, mais ça devient marginal par rapport à la demande d'activité qui est nécessaire donc, pour générer toutes les fiches produits par IA. Et donc, évidemment, je reviendrai un peu sur ça dans ce webinaire. Et Thibaut? Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là aujourd'hui et merci Martin pour l'invitation. Donc Thibaut, je suis associé chez Grand Shooting. Grand Shooting existe depuis 2017 également, et on s'est créé sur la base d'un constat que toutes les personnes qui produisaient de l'image n'étaient pas du tout équipées pour répondre aux enjeux du e-commerce. Et donc l'aventure a démarré là-dessus, et il y a 3 ans, donc bien avant le buzz de l'IA, on a équipé notre plateforme avec des algorithmes d'IA qui permettent de répondre à tous les enjeux du monde contemporain, c'est-à-dire l'omnicanalité, l'hyperpersonnalisation, et voilà, on essaie au jour le jour de répondre à tous ces enjeux-là, que ce soit du côté marque ou du côté marketplace. Merci à tous les trois. Avant qu'on rentre dans le parcours des marques, je vais passer la parole à Louis Clément,
parce qu'on a échangé beaucoup tous les deux. Moi, quand j'ai commencé à préparer ce live, je me suis dit, OK, ça y est, je suis compétent. Je suis conscient de mon incompétence sur le sujet. Comment est-ce que j'ouvre cette porte et j'ai commencé à creuser en disant, waouh, c'est une montagne. Donc, j'aimerais que Louis Clément, avec cette coup-là, ta casquette d'expert IA, vraiment, tu essayes de nous vulgariser un petit peu ce que c'est que l'IA, les différents types d'IA, comment ça marche pour le commun des mortels. Alors, je vais essayer de faire simple et court sur un sujet extrêmement complexe, mais on va dire qu'il y a différents types d'intelligence artificielle et que l'intelligence artificielle générative, donc le chat GPT, Midjourney, dont vous avez peut-être entendu parler, n'est qu'une petite brique. La différence de ces nouveaux types d'IA, c'est que désormais, on n'est plus, c'est des modèles qui ont été entraînés sur de telles quantités de données, avec une telle puissance de calcul, qu'ils sont capables de faire des choses qu'on ne pensait pas forcément faisables par le passé. Pour vous donner un exemple sur mon activité, pendant longtemps, il y a la problématique des chatbots. Oui, mais le chatbot, il n'a pas compris. Donc, notre rôle, c'était d'entraîner des algorithmes de machine learning, donc vous avez entendu parler de ça, c'est de l'apprentissage supervisé, pour essayer de faire en sorte qu'ils comprennent. Puis désormais, avec l'IA générative, ChatGPT et autres, on a changé de paradigme. Le sujet, c'est plus de faire en sorte qu'ils répondent, puisque c'est des modèles qui sont faits pour absolument vous répondre quelque chose. Et l'enjeu maintenant est de faire en sorte qu'ils répondent correctement. Et pour qu'ils répondent correctement, on a besoin de données. Donc, typiquement, s'il y a des questions sur les produits et qu'on n'a pas d'informations précises sur vos produits, ils risquent d'halluciner, donc de raconter n'importe quoi. A contrario, si vous avez une donnée produit de qualité et qu'on peut nourrir ces algorithmes de ces données, forcément, la réponse sera bien plus qualitative. Donc maintenant que je parlais d'IA générative, on peut en distinguer 3 types. Vous avez l'IA générative de texte. Vous avez entendu parler de ChatGPT, peut-être de Mistral les Français. Vous avez Google qui a sorti Gemini Pro 1.5. Meta qui a sorti Llama 3 là, cette semaine. Apple qui vient d'annoncer hier son modèle. Bref, tout le monde s'y met. Tout le monde va sortir des modèles. Pour moi, le sujet, il faut être agnostique des modèles puisque tous les 6 mois ou tous les 3 mois, vous en aurez des nouveaux. Donc, il ne faut pas pouvoir passer facilement d'un à l'autre. Ça, c'est pour le texte. Après, il y a toutes les IA qui vont traiter les images. Donc, celles qui vont analyser les images. Certains modèles comme ChatGPT, Gemini, Claude d'Anthropic sont multimodaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre en entrée du texte, de l'image, de la vidéo, des sons, peu importe. Et puis, il y en a d'autres qui vont créer des images. Donc, vous avez entendu parler de Midjourney, de DALL-E peut-être, etc. Et puis, vous avez Grand Shooting, bien sûr, qui va travailler également l'image. Je te laisserai expliquer ce que tu fais, Thibaut, là-dessus. Et puis après, vous avez les images, les IA qui vont générer des vidéos. Donc ça, vous avez peut-être entendu parler ou vu passer sur LinkedIn. HeyGen qui vous permet de vous cloner. Donc, vous pourrez imaginer que demain, vous clonez une personne de votre boîte qui va présenter, faire des vidéos pour l'intégralité de vos produits, par exemple. Et puis, vous avez peut-être entendu parler également de Sora. Sora, qui est le modèle qui est annoncé par OpenAI, qui a peut-être complètement transformé la façon dont vous pouvez faire des publicités vidéo. Bref, il se passe beaucoup de choses. On travaille également, nous, sur tout ce qui est lié à l'audio. Pour vous donner une idée, pendant longtemps, vous appelez votre opérateur téléphonique, votre banque, votre compagnie aérienne et vous aviez tapé 1, tapé 2, tapé 3. Puis après, on est passé à bonjour, quel est l'objet de votre demande et on essayait de vous router vers le bon service. Et aujourd'hui, ce sur quoi mes concurrents et moi travaillons, c'est faire du chat GPT au téléphone qui va gérer l'appel entrant et sortant. Et qu'est-ce que ça pourrait être pour un e-commerçant, par exemple? Vous avez des gens qui n'ont pas commandé chez vous depuis 1 an. Et là, vous faites une campagne d'appel pour savoir comment ils vont, prendre de leurs nouvelles et leur proposer un code promo s'ils recommandent dans la journée chez vous, par exemple. Martin, est-ce que c'est suffisant ou ça va? C'est top. Merci beaucoup. Alors, je disais en intro qu'on n'arrivera pas à prendre toutes les questions et ce n'était pas pour fermer le débat. Donc, shooter un maximum de questions et on prendra un maximum. L'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Je reprends ma casquette de marchand. Moi, je démarre, donc je suis une marque, je suis un distributeur. Je vais sur des marketplaces, sur mon site e-commerce, sur des réseaux sociaux. Forcément, pour y arriver, j'ai besoin de data. Parfois, je crée de la data 2 fois par an. Dans certains cas, j'en crée 2 fois par mois. Je crée des fiches produits. Ces fiches produits, j'ai besoin de titres, j'ai besoin d'attributs, j'ai besoin de descriptions, j'ai besoin de matière, j'ai besoin de visuels, j'ai besoin de vidéos. Dans certains cas, j'ai besoin peut-être de 7 photos. Dans certains cas, la première, elle doit être détourée sur fond blanc. Dans un autre cas, elle doit être dans un contexte. Comment est-ce que justement l'IA peut m'aider à améliorer ce processus de création et d'enrichissement de contenu? Et là, je vous laisse prendre la parole complètement librement. Et l'audience, je vous laisse shooter vos questions si vous êtes confrontés à des problématiques sur ce sujet.
peut-être prendre la parole, qu'à commencer. Donc, si tu permets, avant de répondre directement à ta question, je voudrais juste mettre en perspective un petit peu ce qui se passe en ce moment. Donc, ces 15 dernières années, les commerçants ont mis énormément de moyens pour optimiser leur trafic, faire venir toujours plus de trafic, améliorer le tunnel de conversion, tout optimiser autour du contenu. Et je me suis forgé une conviction, et je suis dans l'univers marketplace depuis de nombreuses années, c'était que tous les moyens qui étaient consacrés à la création, à l'enrichissement des catalogues produits étaient insuffisants. Insuffisants comparativement aux leviers de performance qu'ils peuvent représenter. Je partage ta conviction. Voilà, donc à mon humble avis, c'était une erreur stratégique, mais qui peut être corrigée en fait grâce à l'IA. J'ai souvent constaté que les services référencement des boîtes, c'était un peu le parent pauvre des directions e-commerce et des directions commerciales. Et donc, pour moi, c'est un peu la revanche des services référencement aujourd'hui. Créer, enrichir des catalogues, c'est fastidieux, c'est long, c'est besogneux, ça soulève pas les foules, mais c'est un must. C'est un must et à ce titre, je voudrais partager avec vous 2-3 exemples, si tu permets, Martin. Aujourd'hui, je peux citer l'exemple du groupe SMCP, donc sans dommage Claudie Pierlot, qui est un gros acteur de la mode et qui utilise une plateforme basée sur l'IA, en l'occurrence Grand Shooting, pour générer la totalité des images dont ils ont besoin pour leurs canaux B2B et B2B2C. Donc, autrement dit… Qu'est-ce que tu veux dire par générer? C'est hyper Alors, important. je vais y venir. Donc, quand je dis générer, on part d'un produit, on part d'une image qui a été une image de départ, qui est généralement une image qui vient de leur studio pour leurs propres besoins et leur e-shop. Donc, à partir d'une image pivot produite pour un site web, on va pouvoir venir décliner ces images pour la totalité des canaux de vente. Et quand je dis décliner, et c'est là où je pense que ta question est importante, ça veut dire qu'on va venir adapter un contenu qui est déjà existant et qui va matcher parfaitement aux souhaits de chacun des canaux. Donc si aujourd'hui, si dans l'audience, il y a des marques qui travaillent à l'international, qui travaillent avec de nombreux distributeurs et marketplaces, en quelques minutes, vous allez pouvoir générer vos images pour l'ensemble de vos canaux. Et c'est ça qu'apporte l'IA aujourd'hui. C'est des enjeux de productivité, d'économie et évidemment de conversion parce qu'on va venir en fait livrer un produit de qualité, une image de qualité. Donc, ce qui veut dire, c'est que effectivement, moi, je suis une marque, je vais faire un shooting adapté à Zalando, shooting adapté à mon e-shop, un shooting adapté à Amazon, un shooting adapté à mes réseaux sociaux où les besoins ne sont pas les mêmes. Et ça coûte une fortune. Ce que toi, tu es en train de me dire, c'est que peut-être j'ai besoin d'un seul shooting qui sera une base et qu'ensuite je vais pouvoir, grâce à tes outils ou à l'IA, décliner. Absolument, absolument. Je vais te donner un exemple économique. Pour shooter des packshots, on va dire 4 vues packshot, faut compter dans des univers où l'image compte bien, donc la mode, accessoires, déco maison, il faut compter entre 25 et 35 euros par ref. Donc, si vous pouvez économiser entre 25 et 35 euros par ref grâce à l'IA, il faut le faire. Et même chose pour la retouche, sans aller jusqu'à produire une image from scratch. Une retouche, c'est en général, quand on veut pas que ça coûte trop cher, on envoie ça offshore, c'est tout de suite 20-25 centimes. Avec l'IA, vous allez pouvoir diviser par 2 ce coût. Et je dirais, c'est qu'un début. C'est qu'un début parce que demain, on va peut-être pouvoir diviser encore plus, les coefficients d'économie seront encore plus importants. Ok, c'est game changer, comme on dit. Des questions là-dessus? S'il n'y a pas de questions, on va glisser sur parce qu'on a le visuel, c'est top, mais ensuite, il faut le décrire. Je sais qu'un titre produit, c'est une grosse partie de notre activité, ne sera pas le même sur Amazon que sur la Redoute, que sur votre e-shop, où là, vous êtes dans votre écosystème. Il n'y a pas besoin de mettre tout ce qu'on va mettre sur un Amazon ou une autre
place de marché, et que chacun de ces sites a sa propre structuration de produit, sa propre arborescence, ses propres attributs, sa façon de différencier ces matières. Comment est-ce que et ça c'est un énorme boulot, surtout si je crée du contenu tout le temps, comment est-ce que l'IA là peut m'aider? Et je me tourne vers toi, Adrien, parce que je sais que c'est le corps de ton métier. Complètement, je suis très content que Thibaut, tu aies commencé pour planter le décor avec les images, parce qu'on fait beaucoup de notre travail avec l'image. Donc là, j'en reviens aussi sur le décor planté par Louis Clément sur les différents types d'IA. Donc nous, en fait, alors je reprends un petit peu l'histoire de Velou. Donc on a commencé, on fait du search. Le search a besoin de beaucoup d'attributs, donc de la metadata. Et il y avait beaucoup de cette metadata qui était manquante. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle toutes les marketplaces ont des règles très poussées sur voici les attributs obligatoires pour la mise en ligne chez moi, etc. Parce que derrière, il faut que tout leur business tourne, leur search tourne, leur merch tourne, le SEO, etc. Et donc, toutes ces optimisations ont besoin de données. Donc, nous, de la même manière que la donnée, ça demande beaucoup de temps et d'efforts pour être générée, un petit peu comme l'image avant, nous, l'IA vient venir sur les mêmes leviers qu'utilisait Thibaut. On va venir, en fait, optimiser donc les coûts, la rapidité de mise sur le marché et on va aussi standardiser le résultat pour qu'il n'y ait pas des résultats différents en fonction d'un provider à l'autre, voire même d'un employé à l'autre. Donc, concrètement, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va venir s'appuyer sur les rendus images. Donc, souvent, et on a même des cas d'usage, on en reparlera peut-être après, Thibaut, où on travaille ensemble avec Grand Shooting pour récupérer, pendant leur process de retouche des images par IA, nous, on va venir récupérer l'image sur laquelle ils travaillent pour venir l'enrichir donc d'attributs, titres et description. Donc ça, c'est très subjectif, ça va dépendre des marketplaces. Sur de la pure reconnaissance visuelle, là. Voilà, majoritairement de reconnaissance visuelle, il y a aussi de l'extraction de texte. En fait, à peu près sur une fiche produit, c'est 70% des attributs peuvent être définis visuellement. Donc, le col, la longueur des manches, la couleur, tout ce genre de choses visuelles. Et il y a une petite 30%, un petit peu moins actuellement, qui vont être impossibles à définir visuellement. Ça veut dire la composition, là, ce sera difficile à savoir, les tailles, ce genre de choses qui, elles, on va venir extraire donc, de la donnée qu'on reçoit, quelle qu'elle soit Excel, qu'elle vienne d'un fournisseur ou que vous soyez celui qui la met, qui ait produit le produit, nous, ça ne fera pas de différence. On va agréger tout ça et puis, en fait, générer la fiche produit. Donc, alors, pour la génération de la fiche produit, il va y avoir deux choses. La première étape et la plus difficile, c'est de générer tous les attributs. Donc, une fois que tous les attributs sont mis, on va pouvoir générer des descriptions et les titres en fonction des attributs qui ont déjà été définis avant. Et une fois que ça, c'est fait, s'il y a un mapping qui est nécessaire, s'il y a besoin de faire des modifications, et bien là, ce sera la dernière étape de personnalisation du résultat qu'on a donné. Donc ça permet en fait un process qui permet de partir d'une image et d'une donnée produit qui n'est pas toujours complétée ou complète et de venir faire le travail d'enrichissement automatisé par IA avec toujours le même résultat final. Et du coup, à la fin, je me retrouve avec un catalogue le plus riche possible et qui va être multidiffusable en fonction des exigences des différentes plateformes de diffusion. Exactement, exactement. Je rembobine un tout petit peu parce qu'on a des questions sur le visuel. Une question sur ouais, c'est super. En fait, je confie finalement une partie de mon travail à l'IA, mais ça ne veut pas dire que j'ai plus rien à faire. Donc, ça va être quoi la charge de travail chez moi? Et du coup, on peut même se dire, qui est-ce qui va devoir gérer ça? Ça, c'est une question. Et une confirmation d'Olivier qui est, mais est-ce que ça veut dire vraiment que l'IA va me permettre d'adapter la déclinaison de toutes mes images sur tous les formats à partir d'un seul modèle? Prendre cette question, la réponse est oui. On a déjà un certain nombre de nos clients qui nous confient non seulement la déclinaison des canaux de vente, mais également des canaux de communication, donc des réseaux sociaux, de la presse. Donc on va venir décliner en fait ces visuels pour tous les canaux. Donc maintenant, c'est évidemment de la mise au point et Martin, tu l'as souligné. Il y a un travail d'initialisation au démarrage pour éviter les phénomènes d'hallucination comme le notait Louis Clément en introduction. Mais passer cette période-là qui est, à mon sens, il y a quelques années, qui pouvait être longue et aujourd'hui qui est très très courte. Donc, passer cette période-là, on va pouvoir venir décliner tous les visuels, y compris les visuels réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un point qui est intéressant à noter, c'est qu'avant, les projets IA, ça coûtait forcément très cher et c'était très long.
C'est un peu comme faire un bébé. Ça prend 9 mois et c'est souvent, ça peut être parfois douloureux. Là, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus facile et potentiellement beaucoup plus abordable en termes de coût interne. Il y a forcément un coût à l'utilisation des modèles, mais je parle de coût interne, c'est le temps que vous allez passer avec vos équipes sur les projets. Et je pense que c'est aussi ça qui est nouveau depuis l'arrivée de l'IA générative. Je ne sais pas si vous en pensez, Adrien et Thibaut et Martin, mais j'ai l'impression que le temps de déploiement a été fortement réduit, ce qui permet d'augmenter le ROI, puisque c'est facile de calculer un ROI sur simplement de l'incrémental de vente, mais il faut aussi prendre en compte le coût du déploiement et ses coûts, c'est aussi vos salaires. Très clair. Une fois que j'ai mes photos, mes vidéos, mes fiches produits qui sont compatibles avec toutes les plateformes qui m'intéressent, que ce soit mon e-shop, les réseaux sociaux, les marketplaces, il va falloir que j'aille les diffuser. Et là, dans certains cas, je vais aller utiliser les API des marketplaces et me connecter directement. Je vais aller me connecter sur le moteur de la marketplace qui sera, dans certains cas, Miracle, par exemple, où je vais rajouter une brique entre mes systèmes et les marketplaces, un agrégateur de flux, pour citer les principaux français, des gens comme Shoppingfeed ou comme Lengo, et qui nous, on travaille évidemment énormément. Ça, c'est un travail extrêmement chronophage. Je vais aller faire, si j'utilise un Lengo, un Shoppingfeed, ou même si je vais en direct sur la marketplace, il va falloir que j'ai un travail de mapping marketplace par marketplace. Si je change mon catalogue tout le temps, c'est une charge qui est énorme, avec un risque d'erreur qui est très élevé. Je peux me planter dans mes mappings et avoir mon produit qui se trouve dans une mauvaise catégorie et du coup, il ne sera jamais acheté. Est-ce que là, on y est déjà? Est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui sur le marché, que ce soit les vôtres ou d'autres, hein, qui vont me permettre de gagner en qualité? Parce que si ma diffusion est plantée, c'est une catastrophe. De gagner en qualité et en rapidité. Alors, je pense que je vais reprendre la question sur ce coup-là, Thibaut. Pardon, Martin. Enfin, bon, je prends l'initiative, Thibaut. Prends la question. Mais vas-y, je t'en prie. Je vais répondre déjà pour donner un autre exemple, parce qu'on travaille du côté marque, mais aussi marketplace. Donc, en fait, on a le visuel des deux côtés. Et côté marketplace, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on les aide à unifier, structurer tout ce qu'ils reçoivent. Et alors, malgré tout ce que tu dis, tous les efforts qui sont faits à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'erreurs. Et donc, nous, on le voit et on les aide en fait à récupérer toute cette donnée qui a des erreurs et quand même leur permettre de faire des montées en ligne parce qu'on vient venir faire les corrections. Donc là, je vais revenir tout petit peu en arrière sur la manière dont on fait les attributions. Si demain, je vois une écharpe qui passe, par exemple, et que cette écharpe a été mappée dans la catégorie des produits chapeaux, je ne sais pas, je dis un truc un peu à hasard. C'est exactement ça. Nous, on va pouvoir le reconnaître. Et donc, on va pouvoir le voir. Et donc là c'est toujours là à quel niveau l'IA a de la certitude et quel niveau elle n'a pas de certitude. Donc, à quel niveau on prend des risques d'hallucination ou non. Donc, nous, de notre côté, on fait toujours le choix de ne pas générer d'attributs ou de catégories si notre niveau de certitude est trop bas. Ce qu'on préfère faire, c'est d'avoir une IA qui agit en copilote, qui automatise la majorité du travail répétitif, mais quand ça devient un peu compliqué ou délicat ou que ça demande une intervention humaine, on ne prend pas de décision, on fait un flag, si tu veux, on le met en évidence et on laisse les équipes métiers s'en occuper. Et après, on mesure ensemble sur un déploiement client, c'est quel est le nombre on va dire, on ne va pas appeler ça des tickets, mais quel est le nombre d'intégration manuelle, enfin, quel est le nombre de fois où ils ont dû je perds mes mots. À quel moment ils ont besoin d'arriver et de travailler sur cette fiche produit-là. Et donc, ce qu'on va mesurer, c'est que par exemple, sur un échantillon d'attributs, on a 95% d'attribution avec 99% de certitude. Ce que ça veut dire pour le client, c'est qu'il a 5% de travail manuel restant pour vérifier. Et cela va inclure toutes les erreurs. Donc là, j'ai pris le côté marketplace, où je me suis mis du côté, il y a l'écharpe qui est arrivée, elle était catégorisée chapeau. Nous, on était certains de notre coup quand on a donné la classification écharpe. Donc là, on va flaguer pour que les équipes marketplace puissent pouvoir faire la part des choses. Ouais, ce qui va me faciliter le travail, parce qu'aujourd'hui, on se tape des logs d'erreurs qui viennent des différentes marketplaces qu'on doit comprendre à la main, et c'est effectivement extrêmement chronophage. Est-ce que tu avais pensé à utiliser justement l'IA pour analyser tous tes logs et que ça te ressorte Ça, je suis sûr qu'il y a un bon prompt, tu charges le fichier de log, ça te ressort. Ouais, c'est une des raisons pour laquelle on fait ce live, c'est que nous, on a une équipe chez nous qui ne travaille que là-dessus.
et pour voir comment est-ce que le métier d'une agence comme Itel peut être considérablement changé. Notre ADN, c'est pas d'aller vérifier des logs d'erreur ou d'enrichir des attributs. C'est pas là qu'on crée de la valeur. Nous, on crée de la valeur sur la stratégie de la marque, sur l'optimisation de sa perf. Donc, tout ce qu'on peut confier à de l'IA, c'est dans l'intérêt de nos clients, donc dans le nôtre. Donc, on est complètement dans le sujet. Mais, OK. Donc, maintenant que j'ai mon contenu et que j'optimise ma diffusion, je vais me retrouver dans la jungle des marketplaces. Alors, si je suis dans l'ADN de mon site, c'est plus facile. Mais si je suis sur un site où il y a des millions de références, il va falloir que je fasse mon chemin. Il va falloir que je remonte dans les moteurs de recherche ou dans ma performance retail média quand je suis sur de l'investissement média. Et ensuite, il va falloir que j'engage mon client. J'engage mon client pour qu'il trouve mon produit, pour qu'il mette le produit dans mon panier, pour éventuellement y mettre autre chose si j'ai eu la bonne idée de lui recommander autre chose. Et là, je pense que l'IA peut beaucoup nous aider. Et ensuite, qu'il confirme ce panier. Si vous pouvez nous emmener un petit peu sur ce chemin, j'en serais ravi. Je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est le conseil. C'est qu'on voit que les marques font énormément de contenu, ou en tout cas essayent d'en faire. Vous pouvez avoir des partenariats avec des influenceurs, des vidéos YouTube. Vos produits vont être sur des comparateurs ou des tests. Alors, pour l'électronique, ça serait les numériques. Pour la beauté, vous avez Beauty Test et ainsi de suite. Mais in fine, quand le consommateur est face à trop de produits, il y a une paralysie du choix. Et ça peut être présent tant valable sur votre site, tant que sur la marketplace. Alors, sur la marketplace, selon les accords que vous avez avec, vous pouvez plus ou moins rajouter de l'expérience sur vos pages produits ou votre page marque. Sur votre site, c'est évidemment plus facile. Ce que j'ai constaté, c'est que, alors ça dépend des catégories de produits, mais pour vous donner un exemple, on a travaillé pour une marque suisse de parfums qui vendait, vend toujours d'ailleurs des parfums entre 300 et 500 euros le flacon. Cible majoritairement des hommes qui achètent ça pour leurs femmes, plus ou moins à leur demande. Et avant qu'on rajoute un conseiller virtuel sur le site, ils étaient à 0,8% de conversion sur la catégorie. C'était relativement faible. Après avoir eu un assistant qui prenait les gens par la main, on est passé à 4%. Donc, ça fait quand même une multipliée par 5 quasiment. Après, il y a d'autres secteurs d'activité sur lesquels l'incrémental est seulement de 20-25%. Évidemment, ça dépend des produits que vous vendez. Est-ce que c'est des produits qui coûtent cher, etc. Et si vous avez des produits complexes qui coûtent cher, généralement, apporter du conseil est une bonne idée. Et ça, vous avez multiples manières de le faire. Ça peut être de l'humain en live chat, ça peut être du live, ça peut en vidéo, et ça peut être des conseils virtuels comme on le propose nous. Et voilà. J'aime bien utiliser l'IA, faire par une IA, ce qu'un humain peut faire, c'est plutôt une ADN qu'on a chez nous. Mais... Je me permets juste de complémenter aussi. Côté amélioration de la conversion, pour la petite partie d'activité qu'on a encore dans le search, là, on voit que donc capturer tout ce qu'on appelle les long tails, donc ça veut dire toutes les recherches un peu plus complexes, je cherche une chaussure, ça va être un petit peu comme, et en plus, il y a beaucoup de sites qui n'ont pas de chat. Donc, c'est là où on va capturer toutes ces intentions, des gens qui vont venir et dire, je cherche une robe d'été blanche, ou je cherche une robe pour un mariage ou un costume pour un mariage. Ce genre d'intention, évidemment, il ne tape pas « je cherche » dans la barre de recherche. Moi, je me retrouve juste avec les mots-clés. Mais la capacité de trouver le produit qui était demandé par le client et de lui montrer, de lui faire remonter qu'une page de produit après avec toutes les règles de remontée évidemment, mais faire remonter une page de produit cohérente au client augmente énormément le taux de conversion. Et nous, ce qu'on voit, c'est que plus c'est des produits à haute valeur ajoutée, placés dans le spectre luxe, plus ce taux de conversion augmente basé sur la barre de recherche. Nous, on a vu chez des clients de marques de luxe jusqu'à plus 80% de l'efficacité, donc du taux de conversion de la barre de recherche. Et ça, c'est énorme. Et j'en reviens, et c'est la petite loupe, j'en reviens du coup sur ta question, Martin. Comment se différencier, avoir plus d'attributs que les autres? Parce que derrière, même si ce n'est pas nous qui gérons le moteur de recherche, que c'est quelqu'un d'autre, s'il y a l'attribut qu'il faut pour la recherche occasion ou occasion mariage ou manche longue, alors que les autres ne l'ont pas, votre produit remontera dans la barre de recherche et pas ceux des autres. Et donc, c'est une manière de se différencier. Donc, nous, l'enrichissement de la donnée produit, c'est une grosse valeur ajoutée. Et en plus de ça, donc c'est vrai, on regarde deux choses. On regarde diminution des efforts pour le faire, mais on regarde aussi, évidemment, une amélioration derrière du taux de conversion, de l'expérience client et de la remontée des produits, la découvrabilité des produits, tout simplement. Peut-être 2-3 use cases pour alimenter votre réflexion et illustrer ce qui vient de se dire, et notamment sur le merchandising. L'IA va vous ouvrir des possibilités énormes sur le sujet merchandising. Je m'explique.
La première, c'est que le fait de pouvoir taguer vos produits, vos images, va vous permettre de changer un peu à l'infini la manière dont vous allez présenter vos produits sur votre vitrine. Autrement dit, nous, on a un certain nombre de clients qui étaient figés en fait dans un merge produit très classique. Première vue, c'est un packshot. Deuxième vue, c'est un zoom. Troisième vue, c'est une ambiance. L'IA va vous permettre en fait de changer de manière dynamique, de manière proactive, l'ordre dans lequel vous allez présenter les produits. Et l'ordre dans lequel vous allez présenter les produits est essentiel en fait pour la conversion. Sur des produits un peu inspirationnels, vous allez d'abord mettre une vue d'ambiance, mais ça c'est la théorie. La réalité parfois est plus simple. Donc vous allez vous engager du test and learn, faire de l'A/B test pour voir en fait finalement quel est le merge le plus performant. Et l'IA va vous permettre précisément de répondre à ce besoin-là. Donc ça, on a pas mal de demandes sur ce sujet-là. Deuxième chose aussi qu'on a constaté, et ça va peut-être faire le lien avec l'hyper-personnalisation, c'est peut-être le sujet qui va venir après. Mais en termes d'hyper-personnalisation, on a une tendance aujourd'hui à plusieurs clients veulent pouvoir personnaliser en fonction du genre. Les sujets de genre aujourd'hui, ils sont énormément évoqués dans les médias, dans la presse. Et je vous donne un exemple typique qu'on a déployé chez plusieurs acteurs de la mode. On va afficher un mannequin homme quand l'internaute, la personne qui navigue est un homme, et vice-versa, quand c'est une femme, on va afficher un mannequin femme. Par défaut, ce sera peut-être un shooting unisexe, mais plusieurs de nos clients nous ont demandé de faire de l'affichage dynamique, et donc d'avoir du shooting, enfin en tout cas des images parfaitement adaptées à la personne qui navigue. Et puis, pardon. Non, vas-y, excuse-moi, Ouais, ouais. Et puis, j'ai une dernière anecdote aussi. Alors là, c'est un acteur du DIY, donc du bricolage, qui est très connu, qui est en France, en tout cas, c'est un champion, qui, lui, est en train de mener un certain nombre de POC sur l'hyper-personnalisation. Autrement dit, vous êtes sur une fiche produit d'un canapé, vous allez pouvoir en fait générer des images à la volée avec un petit prompt qui vont vous permettre de mettre ce canapé dans une ambiance différente, en tout cas en une ambiance que vous aurez spécifiée vous-même. Voilà, donc les sujets d'hyper-personnalisation, c'est pas un doux rêve, c'est une réalité aujourd'hui qui est déployée chez beaucoup de marques avec qui on travaille. J'ai une question pour toi et je pense que je peux répondre à la question après là, qui vient d'être posée. Thibaut, est-ce que tu fais aussi de la localisation, c'est-à-dire si tu es une marque de cosmétiques, tu vends sur le marché coréen, est-ce que tu as cette capacité soit de générer une image avec une personne qui a l'air coréenne ou d'utiliser des assets également pour des déclinaisons locales? C'est des sujets qui nous ont déjà été adressés, mais pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de demandes pour qu'on aille là-dedans. On fait de la localisation, mais plus simple que celle que tu évoques. Ok. Et il y avait une question là. Pardon, vas-y, si tu veux finir. Non, c'était juste pour évoquer, par exemple, tout ce qui est les ventes dans les pays du Moyen-Orient. Il y a énormément de contraintes notamment sur tout ce qui est model shot, sur les corps. Donc là, on arrive effectivement à localiser. Après, adapter le mannequin, oui, c'est des choses qu'on pourrait faire, mais pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de demandes. Okay. Et on a une question intéressante. J'ai l'impression que pour bien utiliser l'IA, c'est pas si simple ou automatique. Il semble indispensable d'avoir des spécialistes du prompt. Est-ce que ce sont plutôt des profils techniques ou marketing? Alors, c'est une excellente question. Vous avez plein de façons d'utiliser l'IA. Vous pouvez vous-même récupérer sur Internet comment est-ce qu'on fait un bon prompt. Vous copiez-collez ça. Donc, vous avez OpenAI qui a sorti son guide, Anthropic qui a fait la même chose. Vous copiez-collez le guide, vous lui donnez et vous lui dites voilà ce que je veux faire, rédige-moi le meilleur prompt possible à partir des instructions ci-dessus. Et donc là, il va vous faire lui-même le prompt que vous pourrez réutiliser par la suite. Donc en faisant ça, vous n'avez pas besoin de payer un prompt engineer. Ça vous prend 5 minutes. Première option. Deuxième option, vous pouvez passer par des solutions. Il y en a plein sur le marché. Je crois qu'il y a plus de 450 startups référencées par Hub France IA et qui vont vous mettre à disposition des interfaces qui vont permettre d'exploiter ces modèles d'IA générative avec du clic-bouton sans avoir de prompt à faire. Et c'est ce qu'on propose tous les trois ici présents. Donc ça, c'est une option. Et la dernière, c'est vous montez vous-même vos propres workflows. Donc ça demande évidemment des ressources techniques chez vous.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, messieurs, là-dessus? Je pense cette question, je ne veux pas interpréter, mais je pense que ça vient vraiment dans... Non, je suis d'accord avec la réponse, mais je pense que ça vient vraiment dans l'idée de, bon, tout ça c'est vraiment intéressant, mais par où je commence et comment je m'y prends. Je pense que c'est un petit peu ça, parce que nous, on essaye de faciliter un maximum la prise en main de ces sujets d'IA, et en ayant chacun une spécialité. Donc, c'est-à-dire que notre spécialité, c'est on est les spécialistes pour la génération d'attributs produits, les descriptions, les titres, et derrière le search si besoin. Mais c'est vraiment cette spécialité-là. Et donc, on se positionne, et ça fait partie de tout le marketing que vous voyez là, comme copilote. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on va venir aider à piloter le cockpit. On va peut-être faire les choses automatiques, les choses faciles qui étaient dérangeantes pour les pilotes, mais on ne va pas prendre des décisions particulières. Et après, il y a un dernier aspect qui est intéressant, c'est donc tous les partenariats possibles entre ces startups-là. Et donc, c'est là où je vais peut-être ouvrir la parole pour vous deux, mais par exemple, nous, avec Grand Shooting, ça faisait énormément de sens de travailler avec les images qui venaient de retoucher. Parce qu'on avait des meilleures images, donc des meilleures qualités de résultats de notre côté, et donc forcément un meilleur résultat final pour le client. Donc, c'est un avantage idéal. Et toi, tu viens d'en parler juste avant sur la capacité d'un chat à mieux répondre aux questions s'il a toute la donnée produit bien structurée avant. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour toi, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'interactions. Ouais, c'est vraiment un game changer pour nous quand on bosse avec des boîtes comme Velou, ou en tout cas des clients qui ont des catalogues produits très propres. Et pour vous dire, sur mes clients, je pense qu'il y a à peu près il y en a un dixième qui a un catalogue produit parfait. Et la majorité, c'est le 20-80. Vous avez 20% des produits qui sont nickel et 80%, il y a à boire et à manger. Et donc, avant l'IA générative, on devait faire des moteurs de règles qui allaient relabelliser les produits. Enfin, c'était énormément de temps perdu, donc des projets qui coûtaient cher. Maintenant, avec l'IA générative, des solutions comme Velou, on est en capacité de labelliser l'intégralité du catalogue très rapidement. Et donc, du coup, derrière, comme j'ai une donnée de produit qualité, je suis en capacité de recommander le bon produit à la bonne personne en bon moment, en tenant compte de vos priorités de vente, etc. Je pense le temps file et je pense qu'on pourrait faire en fait 3 heures sur l'IA et c'est top. D'ailleurs, on refera un webinaire en septembre sur le sujet de l'IA. 2 points. Donc, évidemment, ce live, il y a des questions sur le sujet, il est enregistré et il sera accessible. Il n'y a pas de stress. Je me rends compte que Louis Clément, Adrien Thibault, vous avez glissé plein de noms de solutions, plein de noms d'outils. Je prends un engagement que j'essaierai de tenir. On fera un petit post, on va regarder ça pour vous lister un peu toutes les solutions qui ont été évoquées. On fera ça après tranquille tous les 4 et on partagera, on fera un post sur le sujet pour que vous ayez tout ce qui a été évoqué et que ça vous facilite la vie. Je retourne dans ma casquette de marchand ou de marque. Mon client, c'est top, il a acheté. Super heureux. Le problème, c'est que, le problème où c'est chouette, à un moment, il va peut-être communiquer, il va me donner un avis. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'il communique, surtout s'il est content. C'est pas évident qu'il communique s'il est content, surtout en France. En revanche, c'est sûr qu'il va communiquer s'il n'est pas content. Je vais pas staffer une armée indienne à commencer à monitorer tout ça, parce qu'il n'y a pas de modèle. J'y arriverai pas. Donc, comment est-ce que je fais pour réussir à aller jusqu'au bout, aller jusqu'à ce que mon client me laisse un avis positif, ou s'il m'a laissé un avis négatif, à ce que je puisse réagir et comme dans une boutique, quand j'ai un client pas content, pour pouvoir faire un geste, pouvoir engager avec lui. Et là, je sais que vous avez des solutions aussi, il faut qu'on en parle. Monsieur, vous voulez répondre ou j'y vais? En gros, vous pouvez récupérer automatiquement l'intégralité des avis clients. Ça, on aide une marque d'électronique à faire ça. Donc, sur leur plateforme, sur les marketplaces, sur les sites des détaillants et les avis Google, plus Trustpilot. Donc, on récupère toute cette masse d'informations, on labellise l'intégralité des avis collectés et on propose une réponse à l'avis. Donc ça, c'est la partie du moment où ça a été collecté. La difficulté, c'est comment tu collectes, et ça, je vais laisser mes confrères. Avec validation, tu proposes une réponse, mais il y a un opérateur humain qui connaît la marque qui va valider ou c'est go? Je pars du principe que c'est comme avec mes employés, la confiance, c'est que je ne suis pas le contrôle. Donc avec les modèles d'IA, j'aime bien quand même garder l'humain dans la boucle, au moins au début, peut-être pendant 3 mois pour se faire une conviction, affiner un peu les prompts, etc. Et en fait, c'est pas tant la problématique de la performance de la techno que de la confiance que l'humain va avoir dans la techno.
Et garder l'humain dans la boucle permet de créer cette confiance. Ouais, puis moi, Marc, j'ai aussi mon ADN, ma vision de la relation que je veux créer avec mes clients. Et c'est pas la même chose d'une marque à une autre. Ça, dans le prompt, c'est assez facile de. Ça arrive à gérer ça. En fait, on donne des exemples de comment est-ce qu'on on répond habituellement en fonction des différents cas de figure. Et après, c'est la magie de ces algos, de ces modèles, c'est qu'ils s'adaptent. Ok. On pourra peut-être donner un exemple, Martin, de qu'est-ce qu'est un bon prompt dans les contenus qu'on partagera d'ailleurs. Eh ben, Ça super peut idée. intéresser Oui. l'audience. Adrien, Thibaut, un mot là-dessus? Je peux prendre Thibaut. Nous, on n'est pas trop dans ce sujet-là. Alors, c'est sûr qu'il y a plein de solutions d'IA qui vont être très intéressantes. Louis Clément est plus de ce côté-là. Nous, c'est vraiment, on est en amont, on est côté data, pas très sexy, justement, comme c'était dit avant. Nous, on va venir juste générer les attributs produits. On va faire en sorte qu'ils soient visibles, que le produit soit trouvé et vendu. Derrière, la collection de tous les retours, en fait, on va pas trop la gérer. Là où la seule manière dont on va pouvoir travailler, c'est si derrière les équipes produits, les équipes marketing, n'importe qui chez vous fait un retour sur il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à trouver tel produit ou tel attribut de produit, etc. Là, nous, on va pouvoir en fait adapter le catalogue et donc ce qu'on génère comme attribut et description sur les besoins. Mais la fidélisation, on n'y répond pas, c'est pas notre truc. Voilà. Mais en fait, vous le faites indirectement dans le sens que une des principales causes de retour, et le retour, c'est un des trucs qui pénalise évidemment le plus les marques et les marchands, une des principales causes de retour, c'est que j'ai pas acheté ce que je pensais que j'allais acheter en fait. Ouais. Donc si mes visuels sont top, si ma data elle est super enrichie, il y a moins de risques que je me plante. Donc j'ai un impact direct sur mon taux de retour et donc la satisfaction de mes clients. J'ai un exemple assez amusant. J'ai avec vous là-dessus sur le taux de retour. On a été consulté par une boîte de livraison de nourriture à domicile. C'est plus trop la mode en ce moment, mais en tout cas, ça l'a été il y a quelques années. Et il se trouve que en fait, les achats se essentiellement quand la nourriture sur l'image qu'on voit. Il n'y a pas tellement de données techniques à un filet de poulet, par exemple, ou un kilo de carottes. Et donc, la conversion se base essentiellement sur l'image. Donc, si vous avez une image qui ne représente pas exactement le produit, vous avez des taux de retour qui explosent. Donc là, en l'occurrence, c'était un filet de poulet qui paraissait tout petit sur votre écran de smartphone et qui en réalité était en poids beaucoup plus important. Donc, d'un côté, on a des ruptures. Et de l'autre, on a des clients satisfaits parce que finalement, ils ont commandé des produits qui ne correspondent pas exactement à ce qu'ils veulent. Donc, en fait, en complément de ce que dit Louis Clément sur l'analyse des avis, on peut aussi, en analysant en fait les transactions versus l'image, on peut aussi réduire les taux de retour et optimiser l'écoulement quand ça ne s'écoule pas. C'est qu'il y a vraiment un vrai problème sur le contenu. Oui, tout à fait. Parce que je vois sur on arrive au bout. J'aimerais juste, Louis Clément, te repasser la parole avec ta casquette de nouveau expert. Ouais. Il y a eu plusieurs questions sur c'est top, ça m'a l'air complexe, de qui j'ai besoin pour y aller. Et, la question sous-jacente, c'est combien ça va coûter cette affaire. On voit qu'il y a des solutions qui sont quasi gratuites, il y en a d'autres qui sont moins gratuites. Mais il y a matière d'aller chercher des financements là-dessus. Oui, exactement. Ça, je pense, c'est un point assez intéressant. L'État n'ayant plus beaucoup d'argent dans les caisses, ils viennent de réduire l'aide de 80% à 50%, mais vous pouvez, en gros, vous avez un premier budget de 13 000 € avec 50% pris en charge, qui vous permet de faire ce qu'ils appelle le cadrage de vos besoins IA. Donc, c'est sortir tous les use cases avec des consultants, donc ça, mes confrères et moi-même, par exemple, qui vont vous aider à dire, OK, de manière pragmatique, qu'est-ce qui nous prend du temps, qu'est-ce qui nous coûte cher, comment est-ce qu'on peut optimiser avec de l'IA. Après, vous avez une deuxième tranche d'aide, encore de 13 000 €, qui permet de faire tout ce qui va être lié à de l'implémentation. Alors, ça doit pas être l'aide publique ne doit pas être utilisée pour acheter de la solution, mais pour faire tout l'accompagnement qui est autour de la mise en place. Donc ça, l'État vous donne en gros 13 000 € d'aide sur un budget de 26 000. Et en parallèle, la région, alors ça dépend où est votre siège social, mais en Île-de-France, ils vous donnent de même 50% d'aide jusqu'à hauteur de, je crois, 18 000 € de subvention. Donc, en combinant les deux, peut-être un peu moins, mais donc en combinant les deux, vous avez au moins 26 000 €. Ouais, ça va être peut-être 13 et 13. 26 000 € à aller chercher par l'État et aux alentours de 15 000 € en plus selon votre région. Concrètement,
il n'y a pas vraiment de raison de ne pas y aller. Ouais, donc il faudra qu'on partage aussi, Louis Clément, quelques liens là-dessus les détails, à notre poste, parce que typiquement, je pense que les gens ne sont pas au courant de ça. On reprend encore une ou deux questions. Je vois le temps qui a filé, on dépasse déjà. Là, il y a une question, c'est très spécifique, c'est pour toi, Adrien. L'amélioration des attributs et caractéristiques via l'IA nécessite-t-elle l'usage aussi du contenu via des solutions spécialisées privées, type CNET ou IceCat, ou bien l'IA peut tout faire via de la data publique libre? Dans notre cas, on n'a pas besoin de passer par des plateformes extérieures. Comme je disais un petit peu avant, et c'est pour ça que j'ai un petit peu raté ma question sur la fidélisation, nous, on va juste se concentrer sur notre cas d'usage, qui est, on va venir générer les meilleurs attributs produits et les meilleures fiches produits pour votre cas d'usage. Et ça, nous, on le fait en standalone, c'est-à-dire qu'on a tous les outils chez nous. Il n'y a pas besoin de passer par plusieurs contractants, vous pouvez juste passer par nous. Par contre, derrière, nous, on est juste un opérateur un peu bête. C'est-à-dire que vous allez nous donner toutes les instructions de qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour votre business spécifique. Les descriptions ne doivent pas être comme ci, mais plus comme ça. Ou tel attribut, vous n'allez pas le trouver ici, mais il va falloir plus chercher là. Ou moi, dans mon accès à la donnée produit, j'ai quasiment pas de travail sur l'image. C'est des cas d'usage qui peuvent arriver. Donc, du coup, nous, on est forcément un peu moins bon étant donné qu'on est spécialisé sur la gestion des images. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc, il y a toujours une partie personnalisation dans les projets, mais pour répondre simplement, nous, on peut tout faire en standalone seul. Avec vous, évidemment. Mais... Est-ce qu'on a encore une ou deux questions ou est-ce qu'on rend l'antenne à peu près dans les temps? Est-ce que vous avez un mot de la fin, les amis? Moi, j'ai peut-être pour essayer d'élargir un petit peu le sujet à comment s'y prendre en fait sur un projet d'IA. C'est vraiment la question que tout le Voilà. monde va poser là. Comment j'y vais? Je pense que ce qui est important en fait, avant toute chose, c'est d'identifier les zones où la productivité est mauvaise et où la qualité de la donnée est pauvre. Je pense que si pour bien mener un projet, il faut bien démarrer par ça. Donc, et puis c'est faire un T0. Un T0, c'est définir vos OKR. C'est combien ça me coûte de créer une fiche produit, combien ça me coûte la non-qualité des fiches produits en retour, en vente perdue. C'est bien faire votre T0. Et puis ça va orienter forcément vos projets vers du texte, vers de l'image, vers de la vidéo, vers de l'appel téléphonique, en fonction de ce que vous trouverez. Mais ce qui est important, c'est bien faire le T0. Ensuite, la deuxième chose, c'est vous constituer une task force de personnes qui sont animées par le sujet, qui vont pouvoir faire de la veille pour vous, qui vont pouvoir vous alimenter en benchmark. Donc ça, c'est le deuxième chose, c'est pas rester seul. Vous constituez une petite équipe de Top Gun. Voilà. Et puis après, la question du POC, forcément, bon, nous, en tant qu'éditeur, on n'aime pas trop les POC, mais moi, N'est-ce pas? si j'étais une marque, je ferais des POC avec plusieurs, si possible, plusieurs prestataires pour pouvoir benchmarker. Voilà. Donc, et ce qui est important, c'est de mesurer les effets. Nous, on insiste là-dessus. Au début du projet, il faut toujours avoir 1.0 pour pouvoir savoir où est-ce qu'on peut aller et où est-ce qu'on est allé à l'issue du POC. Voilà, les 2-3 conseils que je peux donner. Et puis, je fais le lien avec ce que disait Louis Clément, le financement. C'est vrai que n'hésitez pas et je dirais, ça vient après quand même, hein. N'hésitez pas aussi à solliciter la BPI, donc c'est l'IA Booster, je pense que c'est ça auquel tu faisais référence, Louis Clément. Et puis, il y a d'autres boîtes aussi qui sont un peu complémentaires, comme le Hub France, le Hub IA France, qui peuvent vous apporter des solutions en fonction de si vous êtes une PME ou une grande boîte. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur comment mener un projet IA. Alors, une question là sur ce sont principalement le deep learning classique, vous faites aussi appel à des méthodes statistiques et probabilistes. En fait, pour moi, le deep learning est une partie du machine learning. Et est-ce qu'on fait appel à des méthodes statistiques et probabilistes? Ça dépend des modèles que vous utilisez, ça dépend des objectifs. Si vous voulez faire des prédictions de tournée de livraison, vous n'allez pas utiliser du tout les mêmes modèles et les mêmes techniques que si vous faites du traitement du langage pour votre relation client et répondre à toutes les questions que les gens se posent avant, pendant et après l'achat de vos produits. Donc, malheureusement, je n'ai pas une réponse qui marche pour tous, et tout dépend de vos cas d'usage. Top.
On arrive au bout. Moi, je suis juste enchanté qu'on ait fait un live sur ce sujet-là. On en refera un autre plutôt en septembre. Et ce sujet va revenir très régulièrement parce que oui, c'est un changement complet de la manière de travailler quand on est dans le digital. Et il ne faut pas rater ce train. Et oui, c'est compliqué pour tous nos clients parce que nous, on est très sollicités sur ce sujet-là. Et on sait que on voit nos métiers changer et il faut être à bord. Et non, c'est pas inaccessible. C'est pas inaccessible. On a plein de marques qui nous disent régulièrement, mais je sais pas comment prendre le truc, quoi. Moi, je suis à la cuisine, au service, je suis partout. Je sais pas comment rentrer dans ce sujet-là. En fait, il faut prendre ce train et c'est pas si inaccessible que ça. Il y a plein de gens qui sont des experts pour vous accompagner. Louis Clément nous disait en plus, il y a éventuellement des financements qui sont là, mais il faut s'intéresser au sujet parce que ça change notre métier et ça, c'est irrévocable. Donc, sensationnel. Un immense merci, Louis Clément, Adrien, Thibaut, pour votre temps. Je suis très heureux d'être entouré d'experts. Puis très heureux qu'on puisse aussi bosser ensemble parce que ce que vous faites, ça va changer notre vie à nous, agence, donc celle de nos clients. C'est top. N'hésitez pas à continuer à interagir sur LinkedIn. On a partagé les QR codes des intervenants, mais si vous les avez ratés, vous nous retrouverez assez facilement. Donc, on peut poursuivre la conversation après. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes et tous et à très, très bientôt. Belle journée. Merci à tous. Bonne journée. Super, merci à tous. Au revoir.